Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Allocution de Bill Clinton. Les États-Unis prennent acte de la volte-face de Bagdad, mais maintiennent la menace militaire. Le président américain affiche ouvertement sa défiance à l'égard de Saddam Hussein et de son régime. Des centaines d'immigrés, de clandestins convergent vers l'Italie, pensant obtenir leur régularisation. À Modane, en Savoie, la Croix-Rouge prend en charge ceux qui sont refoulés. À Nîmes, élèves et enseignants protestent contre la présence d'un élu du Front National au conseil d'administration de leur lycée. Cinéma, avec la sortie cette semaine sur les écrans de L'école de la chair, signée Benoît Jacot, l'histoire d'une passion ardente et éphémère, interprétée par Vincent Martinez pour son premier rôle et Isabelle Huppert, qui est l'invitée de notre journal. C'est donc en milieu d'après-midi que le président américain a clarifié la situation plutôt opaque ces dernières 24 heures. Lors d'une conférence de presse, Bill Clinton estime que l'Irak a fait marche arrière, mais les États-Unis restent extrêmement vigilants. Un discours d'une grande fermeté, puisque Bagdad reste sous la menace d'une intervention militaire. À Washington, Philippe Gassot. Bill Clinton, après avoir consulté ses conseillers, après avoir discuté avec les alliés, notamment le président Chirac, joint au Guatemala, est venu apporter ses conclusions. La tension baisse un peu, mais la pression américaine reste totale. Le monde a parlé d'une seule voix, l'Irak doit le comprendre une bonne fois pour toutes. La seule façon d'aller de l'avant, c'est l'acceptation totale de ses obligations face au monde. Et jusqu'à ce que l'on constate l'acceptation de toutes les obligations, nous resterons vigilants, nous maintiendrons la pression, nous serons prêts à agir. Pour les jours qui viennent, le président américain a préféré rester à son poste et c'est le vice-président Al Gore qui l'a remplacé au pied levé dans le voyage qu'il comptait effectuer en Asie. Ceci indique que chaque fait et geste irakien sera susceptible de sanctions immédiates. Aux abords de l'Irak, les effectifs continuent à arriver. Pour les militaires, rien n'est changé. Plus de 50 appareils ont été envoyés aujourd'hui vers le Golfe. L'ambassadeur irakien à l'ONU clame à qui veut l'entendre que la décision de Bagdad de permettre le contrôle de son armement est sans condition. On en revient donc à la case départ, si ce n'est qu'une fois encore. Saddam Hussein plie non pas devant les États-Unis, mais devant l'ONU en évitant à quelques minutes près le déclenchement de la riposte américaine. Il tente de faire passer Washington pour l'agresseur et divise en même temps les membres du Conseil de sécurité. En direct de New York, Dominique Derda, à l'évidence donc, en écoutant l'allocution de Bill Clinton, il apparaît ce soir que l'Irak reste à tout moment sous la menace des frappes aériennes. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un signe. Sandy Berger, le conseiller du président américain pour les questions de sécurité, quelques minutes après le discours de Bill Clinton, a immédiatement tenu à préciser que les Américains pourraient à tout moment frapper l'Irak si Saddam Hussein ne respectait pas les engagements qu'il venait de prendre, et sans pour cela demander auparavant l'autorisation, l'approbation du Conseil de sécurité. Le vrai test, en fait, ça sera demain, dans les jours à venir, la reprise du travail des inspecteurs de l'UNSCOM et de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Si tout se passe comme prévu, tout ira bien. Sinon, eh bien évidemment, les Américains pourraient frapper, cette fois sans sommation. Alors l'autre point fort à retenir, c'est que les États-Unis, Saddam Hussein devient ouvertement une cible désignée. Oui, même si ce n'est pas dit comme ça, parce qu'évidemment, Bill Clinton, pas plus que George Bush avant lui, ne va dire que les États-Unis cherchent à éliminer physiquement Saddam Hussein. Pourtant, le président américain a redit tout à l'heure que Saddam Hussein était une menace pour la paix dans la région et pour la paix dans le monde. Alors ce que vont faire les Américains, ils l'ont déjà fait auparavant, mais sans grand succès. Ce que vont faire les États-Unis, eh bien, c'est d'aider l'opposition irakienne dans l'espoir que cette opposition parvienne à remplacer, à renverser Saddam Hussein et à instaurer une démocratie. Pour cela, les États-Unis vont donner de l'argent, des moyens matériels à cette opposition, qu'elle soit kurde ou chiite, dans l'espoir effectivement qu'arrive cette démocratie dont rêve Bill Clinton. Mais une fois encore, par le passé, ils ont beaucoup essayé. La CIA s'est beaucoup investie en Irak, notamment chez les Kurdes, depuis la fin de la guerre du Golfe. Et jusqu'à présent, ça a toujours été un échec. Merci Dominique Derda. À Bagdad maintenant, ce 15 novembre aura été marqué à la fois par une fête nationale aux accents triomphalistes et par les quelques réactions au discours du président américain. Patrice Romden et Patrick Voix. Quand Bill Clinton apparaît sur CNN, il n'est d'effervescence et de gravité perceptible qu'au sein de la horde journalistique parquée au ministère irakien de l'information. Bagdad, elle, est ailleurs.
Elle se penche sur son passé dont elle célèbre la grandeur. C'est ainsi chaque année le 15 novembre. Étudiants et soldats jouent le jeu avec une candeur qui en dit long sur la distance qu'ils prennent avec l'événement. Quoi qu'il arrive, on n'a pas peur, nous fait-on savoir. Et c'est le vice-président en personne qui se chargera de resituer la fête dans le contexte de la crise. Au moment où il prend la parole, Bill Clinton s'est déjà exprimé. Bagdad, créé par le calife al-Mansour et glorifié par Saddam Hussein, sait faire face à l'agresseur, avec force, avec courage. La victoire revient toujours à Bagdad, sous la protection de Dieu et celle de Saddam Hussein. Au passage, le vice-président égratigne l'UNSCOM, laissant présager des rapports tendus dans les jours à venir entre l'Irak et la commission du désarmement. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, Bagdad s'endort sereine, avec la double satisfaction d'avoir écarté le danger et d'avoir dignement magnifié sa gloire, dont chacun aura compris qu'elle se confond avec celle de qui vous savez, Saddam Hussein bien sûr. En direct de Bagdad, Patrice Romden, comment le peuple irakien va-t-il réagir aux attaques ouvertes du président américain contre Saddam Hussein et son régime? Vous savez, Béatrice, il faut se lever tôt ici pour trouver un Irakien qui dise du mal de Saddam Hussein. Lorsque le pays est à 2 doigts du bombardement, Saddam est grand, alors autant vous dire que ce soir, il est encore plus grand. Autrement dit, même si le peuple en a soupé de l'embargo et des guerres déclenchées par Saddam Hussein, parce qu'avant l'affaire du Golfe, il y a eu la guerre Iran-Irak, on voit mal qui se risquerait à tenter quelque chose contre le régime actuel. On est ici dans un état policier, les gens ont plutôt peur, l'opposition dont parlait Dominique Garda tout à l'heure est quasiment inexistante et finalement on a franchement le sentiment que s'il devait arriver quelque chose au régime actuel, ça ne pourrait venir que de l'extérieur. Merci Patrice Romden. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette crise irakienne qui semble bien se dénouer. Suite du voyage de Jacques Chirac en Amérique centrale, le président de la République s'est rendu ce matin au nord-est du Guatemala, où est installé un dispositif français d'aide aux populations sinistrées. Sur place, Véronique Saint-Olive et Jean Cornu. Les échos de l'hymne national qui résonnent dans le palais présidentiel, des militaires à la parade, des enfants au drapeau, le premier président de la République française à se rendre au Guatemala a été accueilli avec allégresse. Porte-parole, Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix pour son combat en faveur des minorités et du peuple maya. La solidarité internationale va jouer complètement pour aider les 4 pays à la suite de l'ouragan. Il faut dire que nous sommes prêts et nous sommes debout pour reconstruire le pays. Oui. Merci vraiment. Mais j'étais sûre que vous viendriez, j'en étais sûre. Juste après l'ouragan, ce petit pays de 11 millions d'habitants qui se remet à peine de 36 ans de guerre civile attend qu'on l'aide. Le Guatemala est moins touché que ses voisins, mais pour lui, le bilan est lourd. Et du côté français, on veut associer les 4 pays dans une aide globale. Il doit y avoir un relais politique, un relais de tous les acteurs, Fonds monétaire international, Banque mondiale. On peut parler presque d'un plan Marshall pour l'Amérique centrale. Ce matin, le président de la République s'est envolé pour Puerto Barrios, au nord du pays, l'un des endroits les plus touchés par l'ouragan. Quelques heures pour rencontrer les équipes françaises de secours et les victimes de la catastrophe. Jacques Chirac l'a dit lui-même, il se rend sur place pour manifester avant tout sa compassion, mais également pour engager la France dans un processus de solidarité et d'aide qui devrait se poursuivre pendant des années. Et c'est demain que Jacques Chirac devrait se rendre au Honduras, poursuivant ainsi sa visite dans les 4 pays touchés par l'ouragan Mitch. Au Honduras, là aussi, l'aide internationale tente de subvenir aux besoins de tous ceux qui ont perdu la totalité de leurs biens. Mais la chaîne alimentaire qui fonctionne dans les grandes villes ne parvient toujours pas dans les zones les plus reculées. Voici pourquoi. Reportage Philippe Gassot. L'aide internationale, ce ne sont pas que les avions gros porteurs ou les transports militaires et les centaines de tonnes de nourriture. C'est aussi cela, une camionnette prêtée, car des véhicules, il n'y en a pas assez. Un tout petit centre de ravitaillement perdu dans la banlieue de Tegucigalpa, des bénévoles, 300 ou 400 kilos de vivres et de vêtements. La volonté de transparence afin d'éviter les vols est évidente. On remplit un formulaire où est inscrit la quantité de la nourriture et des médicaments qui seront livrés. Et cela sur la base des besoins réels.
Tout est contrôlé sous la responsabilité des volontaires et du personnel permanent. Pour gagner le village ravagé de San Juancito, la grande banlieue de Tegucigalpa, il faut faire un grand détour car les routes sont impraticables ou trop difficiles. Par cette voie, le seul problème de taille est le franchissement de la rivière. Il faut décharger le véhicule, passer hommes, femmes et nourriture par le câble. Le passage coûte entre 5 et 10 centimes. On gagne sa vie comme on peut par ici et l'on est obligé d'être astucieux. La survie de la population isolée passe par là, pour ceux qui sont parvenus à trouver quelques kilos de haricots ou de riz. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il y en a même qui s'amusent. Les enfants, c'est comme ça. Lorsque les quantités sont trop importantes, il y a des camions qui parfois peuvent passer à gué. De l'autre côté, il faut bien sûr qu'un véhicule vienne vous attendre. On décharge alors à nouveau les marchandises. Il aura fallu plus d'une demi-journée pour faire moins de 50 km. Ici, on attend depuis une semaine la promesse de nourriture, de médicaments, de chaussures. Le village a été saigné en son milieu, sinistré. Les maisons du bord de la rivière ont disparu. Il y en avait 40. Tous les enfants du village sont là, ou presque. Crottés, boueux, car on ne vient pas ici si l'on n'a pas participé. Pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai travaillé. La nourriture n'ira qu'à ceux qui ont participé au déblaiement du village, et cela sans aucune exception. Chacun devra signer de son nom pour éviter la fraude. Il faut travailler pour manger. Enfants, adolescents, femmes et hommes, tout le monde doit travailler. Aujourd'hui, c'est le bonheur parce qu'ils ont aidé. Demain, ils iront travailler dans la boue, encore une fois, mais il n'est pas certain qu'il y aura de quoi les payer, de quoi les chausser. Pas sûr que le prochain chargement puisse passer. Venons-en maintenant à ce mouvement de clandestins et d'immigrés venus de toute l'Europe qui, depuis quelques jours, tentent de converger vers l'Italie. L'Italie qui aurait décidé de régulariser un certain nombre de clandestins. Cette information s'est répandue comme une traînée de poudre, au point que de nombreux immigrés sont bloqués à Modane, en Savoie, empêchés de franchir la frontière. Un dispositif filtrant a été mis en place à partir des gares parisiennes, comme l'ont constaté Thierry Curté et Jean-Pierre Pasteur. Un train pour Milan, c'est depuis 4 jours une promesse d'Eldorado. Mais dès la gare parisienne, les contrôles d'identité bloquent ceux qui n'ont ni papier, ni billet. Modane est la dernière gare avant la frontière. Les policiers italiens embarquent dans le TGV. En une vingtaine de minutes, ils contrôleront le train entier. De l'autre côté, ils débarqueront tous ceux qui ne possèdent pas un visa en bonne et due forme. Depuis 4 jours, 1000 personnes, Égyptiens, Pakistanais, Chinois pour la plupart, ont été remis dans le train vers la France. L'annonce du gouvernement italien de régulariser une fois pour toutes 38 000 sans-papiers a suscité chez eux l'espoir. Je n'ai pas de papier. Je veux des papiers européens. Je veux vivre en Europe. J'aime l'Europe. Non, on régularise les sans-papiers. C'est la raison pour laquelle vous voulez aller en Italie? Vous avez des papiers en France? Non, j'ai fait la demande, mais je sais qu'on ne va pas régulariser les sans-papiers. Et l'Italie, c'est un espoir pour vous? Oui, c'est un espoir. Voilà, les Italiens sont très généreux sur ça. Vous essayerez à nouveau de passer en Italie ou pas? Oui, je vais essayer encore. Parmi les refoulés, il y a ceux qui possèdent un titre de séjour temporaire. Eux sont libres. Et puis il y a les sans-papiers, ou ceux qui sont recherchés. Ceux-ci passent au poste de police, débordés par cet afflux exceptionnel. Tout se fait dans le calme. La Croix-Rouge fournit repas et couverture. Sur les 900 à peu près qu'on a pu voir, pas d'enfants, très peu de femmes, et en même temps, économiquement, des gens qui ne sont pas du tout dans la situation qu'on a l'habitude d'avoir. Là, ils vont faire des courses, certains, ils reprennent leurs billets, ils rentrent.
Pour la plupart, ils travaillent. L'un de leurs premiers réflexes de retour en France, prévenir leurs amis qu'ils n'ont pas atteint l'Eldorado italien. La plupart essayeront par un autre chemin. À Limeil-Brévannes, les sans-papiers en grève de la faim, hospitalisés en fin de semaine et revenus hier occuper les locaux de la mairie, ont été une nouvelle fois conduits à l'hôpital cet après-midi. Et puis on a appris tout à l'heure qu'ils allaient obtenir, pendant la durée de la période de leur établissement, l'autorisation provisoire de séjour. La régularisation des sans-papiers au cœur du discours de clôture de Dominique Voynet devant les Verts réunis en congrès à Noisy-le-Grand. La ministre de l'Environnement en appelle au gouvernement. Les Verts, qui à quelques mois des européennes, veulent renforcer leur position dans la majorité plurielle sans avouer entrer en compétition avec le Parti communiste. Alban Mikosi, Joseph Bachtik. Si l'on peut juger de la notoriété au nombre de caméras et d'objectifs présents, alors nul doute que Dominique Voynet et Daniel Cohn-Bendit forment un des couples du moment. Et dans ce pacte d'union, les rôles sont clairement établis. À elle, l'action gouvernementale et donc la solidarité avec la majorité plurielle, soutien qui comporte toutefois quelques exceptions, notamment l'attitude face aux sans-papiers. La régularisation des sans-papiers qui en ont fait la demande devient chaque jour une nécessité plus incontournable. Ni naïveté, ni cynisme dans ma proposition. La régularisation doit avoir lieu, que ce soit pour des motifs de générosité ou par pur réalisme. Lui alors applaudit Daniel Cohn-Bendit à qui les Verts ont finalement confié leur destinée. C'est quand même ce bulletin, pour moi, c'est la concrétisation d'un combat mené depuis 2 ans pour que Dany soit tête de liste. En tant que tête de liste, Daniel Cohn-Bendit doit affronter les critiques des autres partis. Il y a 15 jours, Robert Hue le traitait de libéral et fustigeait le retour à la lampe à pétrole que constituait, selon lui, la position des Verts sur le nucléaire. Oui, nous pensons que c'est vraiment le degré zéro de la ringardise que de dire celui qui est contre le nucléaire est pour la lampe à pétrole. Non, Robert, révise tes copies. Pourtant, aucun des responsables verts ne souhaite une crispation des rapports avec les communistes. Une rencontre Cohn-Bendit-PC est d'ailleurs prévue à la fin du mois, l'occasion de faire le tour des différends, dont certains remontent à mai 68. Dans la région Languedoc-Roussillon, demain, le retour en classe des élèves du lycée technique du Haudat de Nîmes se fera sous surveillance puisque depuis quelques jours, les incidents se multiplient. Ensemble, enseignants et élèves tentent de s'opposer à la présence d'élus du Front National au conseil d'administration de l'établissement. Véronique Gallienne, Pascal Ponce. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Je protège l'établissement contre des éventuelles manifestations venues de l'extérieur. De mémoire de proviseur, il n'avait jamais vécu de conseil d'administration sous surveillance policière. Mais la présence cette année d'un élu Front National parmi les membres du conseil sème le trouble. Le personnel de l'établissement a décidé de boycotter la réunion de ce vendredi soir et pour éviter tout affrontement, les entrées sont filtrées. Non, s'ils ne sont pas personnels de l'établissement ou élèves de l'établissement, ils n'ont pas à rentrer dans l'établissement. Voilà. Ici vivent 1500 élèves et 300 professeurs et agents. Une vraie petite ville qui, pour continuer à fonctionner, a besoin de décisions votées régulièrement en conseil d'administration. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est le combat qu'il qualifie de républicain contre la présence d'élus du Front. La démocratie ne peut pas être bloquée. Il y a des gens qui ont été élus, régulièrement élus, que ça fasse plaisir ou que ça ne le fasse pas. C'est ça, le respect de la démocratie. On ne peut pas aller contre la loi, mais on peut mettre en garde les responsables et ceux qui font appliquer la loi pour leur dire qu'à un moment donné, on n'accepte plus ce genre de fonctionnement. La région Languedoc-Roussillon a élu 17 Front National pour les 88 lycées publics qu'elle finance. L'élu est son porte-parole. Il n'a pas compétence à parler pédagogie, mais plutôt répartition du budget. Sa voix n'est qu'une parmi 30 participants au conseil d'administration. Sa voix, à la limite, elle serait presque peut-être dans le même sens que nous, on n'en sait rien. Mais on ne voulait pas le banaliser. Finalement, l'élu Front National est venu pour annoncer qu'il ne siégerait pas ce soir-là. Nous voulons peut-être que certains réfléchissent à l'absurdité de leur position qui consiste au nom de la démocratie à empêcher la démocratie de s'exercer. Donc vous reviendrez, mais ce sera les mêmes conditions forcément. Nous ne pas le combat, mais nous ne voulons pas porter de responsabilité de cette violence. Ce vendredi, la violence a été retenue de part et d'autre. Le proviseur est soulagé. On va travailler maintenant. On va travailler. Ce vendredi donc, les membres du conseil d'administration, le conseil s'est tenu.
Il avait des échos de résistance, mais dans le combat opposant deux conceptions de la démocratie, venait de commencer une guerre d'usure, et là, rien n'est gagné. 6e jour de grève à la SNCF à Marseille. Le mouvement a été reconduit aujourd'hui. Une assemblée générale est en cours. Une autre est prévue lundi à Avignon. Le trafic au plan régional est fortement perturbé et devrait se détériorer demain avec l'arrêt de travail des agents de conduite à Avignon. Jacques Cardoz. Pas question de manquer son TGV cet après-midi au départ de Marseille-Saint-Charles, car le conflit se durcit. Après le trafic régional, c'est au tour du trafic grande vitesse de subir quelques perturbations. La SNCF met donc en place un nouveau programme dès demain matin et quelle que soit l'issue des négociations en cours. Une partie du trafic TGV sera touchée demain. On assurera tout de même 2 TGV sur 3 sur Paris et sur Lille. On assurera 2 trains grande ligne sur 3 au départ de Marseille. Et on assurera un TER sur 5 sur les axes qui vont à Miramas, Avignon, sur Aix-en-Provence et sur Toulon-les-Arcs. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des quarts de substitution ont été mis en place. Au 6e jour de grève, les agents de conduite du dépôt d'Avignon ont rejoint leurs confrères marseillais. C'est donc une bonne partie du réseau sud-est qui est perturbée. J'ai mis le double de temps, Lyon, Marseille, enfin Lyon-Toulon exactement. Je suis embêté parce que on n'a pas d'enseignement, faut venir en gare pour les avoir, sur le Minitel ça marche pas, c'est la galère quoi. Principale revendication pour les cheminots des syndicats majoritaires CGT et Sudrail, le manque d'effectifs. Quand on voit l'état actuel du trafic, ou quand on constate que depuis le début de l'année on gagne des parts de marché, mais que dans le même temps il y a plus de 800 trains sur notre région qui sont calés par défaut d'agents, il y a de quoi se poser des questions. Une grève marquée ce week-end par la séquestration de 6 cadres de la SNCF par des agents de conduite. Ce soir, les discussions sont plus calmes. Elles se poursuivront une partie de la soirée à huis clos. À Rennes maintenant, les chauffeurs de bus viennent de voter la reprise du travail. Ils auraient obtenu satisfaction, notamment sur leur temps de travail. Après 12 jours de grève, le trafic devrait reprendre lundi. Une semaine sociale qui sera marquée par des perturbations à Air France, mardi et mercredi, en raison d'une grève des hôtesses et stewards. Le trafic sera assuré pour moitié au départ de Paris pour les longs courriers et à hauteur de 60% pour les courts et moyens courriers, indique Air France. Comme chaque année, la traditionnelle vente aux enchères des Hospices de Beaune. Après quelques années à la hausse, l'ambiance est plus contrastée, même si les prix atteindront encore des sommets. Didier Guyot, Philippe Évêque. C'est l'une des ventes aux enchères les plus prisées au monde. Les grands vins de Bourgogne, ô combien prestigieux, sont proposés aux plus offrants. Pommard, Corton Charlemagne, Auxey Duresse et tant d'autres, des noms qui chantent à l'oreille et qui font que clients richissimes ou spéculateurs achètent pour le plaisir et pour la notoriété. Adjugé à 34 000. Mais l'image, combien vaut-elle? Et le vin qui se vend ici est peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois en prix supérieur à un vin de même appellation et de qualité équivalente. Donc à ce moment-là, c'est le prestige des Hospices de Beaune qui vient jouer. Tout l'argent récolté servira aux hospices de Beaune. Malades et nécessiteux en profiteront. L'année dernière, les prix ont flambé, plus 47%. Cette année, on avoisine les plus 20%. Une tendance pour le marché, mais qu'on ne s'y trompe pas. Le prix à la bouteille n'augmentera pas pour autant de 20%. On ne va pas empêcher les gens de monter les prix pour améliorer les conditions de soins des malades de Beaune, pour vendre mieux les vins de Bourgogne. C'est complètement indépendant. Marraine de cette vente, Anouk Aimé et Sandrine Kiberlin, au profit de l'association Chaîne de l'Espoir, une association d'aide à l'enfance. Tous deux mettront aux enchères une pièce de Beaune Rousseau-des-Landes, une pièce de 224 litres qui atteindra 300 000 francs. Certains ont les moyens d'aider ceux qui n'en ont pas, donc ça me paraît indispensable d'être là, tout simplement. Saisir l'occasion, parce que des enfants sont en train de mourir en Tchétchénie, au Cambodge, un peu partout dans le monde. Cette 138e vente aux enchères rapportera plus de 25 millions de francs aux Hospices de Beaune. L'apparition des premières neiges dans les Vosges, c'est tout à fait exceptionnel pour la période dans le massif vosgien. Et même si les premiers flocons recouvrent les pistes des stations, ils ont pris de court les touristes et les saisonniers. On attend de nouvelles chutes pour demain matin. Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. La magie, la lumière et les couleurs d'un automne plein de rêves, balayé pourtant bien vite cette nuit par l'arrivée de l'hiver. 400 mètres plus haut, en plein brouillard, certains ont déjà repris le chemin des pistes. Pour les autres, c'est une saison de travail qui commence. C'est difficile sur le plan de l'exploitation, mais c'est quelque chose d'agréable quand on voit la neige tomber.
parce que ça fait signe de reprise du commerce. En général, quand la neige est là, il y a du monde. Hein. En général, quand la neige est là, on ouvre aussi les remontées mécaniques. Mais voilà, ces 20 cm de neige tombés du ciel en plein novembre ont surpris tout le monde, sauf peut-être ces accros du ski nordique qui, après 7 mois d'abstinence, ont enfin retrouvé leur montagne. Il y a notre entraîneur qui a tracé une boucle en haut avec le scooter, donc on va y aller. C'est une boucle de 3 km à peu près, et on va skier 1h30 dessus, quoi. On va essayer de se faire plaisir. Et pendant ce temps, une course contre la neige se joue sur la route. Tout un massif à dégager chaque jour et chaque nuit, jusqu'en avril. On a commencé le service hivernal. On se lève tous les jours à 4 h du matin. Il y a 128 km de départemental à dégager. Cet après-midi, il est tombé de gros flocons sur l'ensemble du massif. De la belle poudreuse de novembre qui a, c'est vrai, surpris son monde. Premier, deuxième, troisième essai. Ça y est, voici l'hiver. Je vous propose maintenant de suivre ceux qu'on appelle les compagnons du détour. Il s'agit de jeunes artistes et artisans tout juste sortis du chômage et qui fabriquent des meubles de qualité à partir d'objets récupérés. Une entreprise originale qui était présentée ces jours-ci au salon Maison d'Automne à Paris. Jean Pézieux, Claude Barnier. Un dépôt de revues près de Paris. Parmi les usagers, les compagnons du détour, des professionnels du recyclage qui se fournissent sur tous les lieux de débarras. Le hasard compte pour beaucoup. Sylvie et Pierre-Yves vont fouiner une demi-heure avant de tomber sur un objet qui les inspire et dont ils feront une table basse. C'est un violon d'eau. Arnaud et Jean-Jacques procèdent autrement. Ils ont une idée précise de ce qu'ils cherchent, l'élément constitutif d'un meuble qu'ils ont conçu. Si on doit acheter du verre, du bois, pour faire des tables, on va se retrouver à des prix relativement élevés. Et en fait, on a trouvé des solutions avec des portes comme celle-ci, de façon à pouvoir obtenir des surfaces planes, donc des plateaux de bureau, des plateaux de salle à manger, à partir d'éléments comme cela. Les compagnons se sont installés Faubourg Saint-Antoine, le haut lieu du meuble parisien. Ce qui peut sembler une provocation, tant leur démarche, détourner les objets de leur fonction première, est inhabituelle. On réintroduit dans la vie courante, dans l'univers domestique, on réintroduit des objets qui ont déjà été utilisés, qui ont été rejetés. C'est la philosophie du projet. Et les gens veulent avoir un meuble, une pièce, qu'ils ne vont pas découvrir dans toutes les vitrines et chez tous leurs amis. Les pièces fabriquées par les compagnons sont moins chères, 30% environ, que les œuvres du commerce. 1800 francs par exemple pour cette console en marbre. 3200 francs, ce meuble à bijoux fait de boîtes à vis provenant d'un atelier de mécanique. Le meuble est exposé au salon Maison d'Automne. Autre exemple, cette grande table, 5900 francs. Le plateau est fait d'une porte-fenêtre semblable à celle dont vous avez vu la récupération. Souvent diplômés, la plupart des compagnons sortent du chômage. L'entreprise, qui a le statut d'organisme d'insertion, les paye bien, 8000 francs par mois, mais en secteur concurrentiel, elle exige d'eux une réelle compétence. D'où, pour la plupart, 3 mois de formation. Moi j'ai une formation de ferronnier, mais on est ici pour apprendre à acquérir une polyvalence sur tous les matériaux, sur la création, le dessin, puis les finitions, pour apprendre à créer un objet du début à la fin. Revalorisation des objets, revalorisation des hommes. Avec Tramp, en anglais vagabond, le nom de leur magasin, les compagnons du détour donnent au Faubourg Saint-Antoine un sacré coup de jeune. Cinéma avec la sortie cette semaine de L'École de la chair avec Isabelle Huppert que j'ai le plaisir de recevoir. Ce film signé Benoît Jacot met en scène la rencontre passionnée et éphémère entre une femme qui décide de sa vie et de ses amants et d'un jeune homme plutôt paumé, nous y reviendrons, pour donner la réplique à Isabelle Huppert, à un nouveau venu au cinéma, Vincent Martinez. Il est le frère d'Olivier Martinez qui jouait dans Le Hussard sur le toit. Un premier rôle, un rôle difficile. Stéphane Auman, Rémi Poissonnier. L'école de la chair est évidemment une histoire de désir entre Dominique et Quentin, garçon fatal. Il est jeune, elle moins. Un gin tonic. À 23 ans, Vincent Martinez décroche son premier grand rôle, difficile. Quentin est un sale gosse. Il sait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire il est là, en même temps il n'est pas là, il fait marner cette femme alors qu'elle est amoureuse de lui, et puis il veut pas se l'avouer, enfin... Vraiment petit con, quoi. Mais adorable, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire de toi comme ça?
pourrais dire de prendre tes affaires et de foutre le camp. Je me suis répété ça toute la nuit. C'est long. Mais je sais que tu seras malheureux. Dis-moi le contraire. À l'école de la chair, la leçon est parfois cuisante. À sa façon, distancié, Benoît Jacot, le réalisateur, pose des équations sentimentales universelles. On a tous connu plus ou moins une histoire d'amour avec une personne qu'on n'a pas respectée ou auquel on n'a pas prêté attention. Alors qu'elle vous aimait et on s'est conduit comme un goujat, on va dire, poliment. C'est ça qui m'a rapproché du personnage et de l'histoire, et moi j'ai pris cette histoire sous cet angle. Le film était en compétition au dernier festival de Cannes. Accueil critique mitigé, malgré le duo Huppert-Martinez impeccable. On découvrait alors le jeune frère d'Olivier, le hussard sur le toit. Comme on a 9 ans d'écart, j'étais beaucoup plus petit que lui, donc c'était vraiment l'époque où j'étais au collège et tout, alors c'était mon frère, ouais, j'ai vécu ça vraiment d'une manière hyper positive et c'est vrai que ça donne envie après, c'est clair, ça m'a donné envie, c'est clair, ça m'a donné envie. Vous êtes sûr que vous descendez là? Oui, oui, c'est ça. Le film est une adaptation d'un roman du japonais Mishima. À l'école de Benoît Jacot, les jeunes comédiens se révèlent. Après Virginie Ledoyen, la fille seule, et Judith Godrèche, la désenchantée, Vincent Martinez, à la chair d'un acteur. Qu'est-ce que tu fous là? Viens, on rentre. Putain, je mets de bonne femme ici. Ginob. Allez, viens, on se tire. Isabelle Huppert, bonsoir. Nous allons évidemment parler du film, mais bien sûr une réaction à la disparition d'Edwige Feuillère. Qu'est-ce qui vous touchait dans le parcours ou la personnalité de cette femme tout à fait hors du commun? Vous l'aviez rencontrée? J'ai eu la chance de la rencontrer, oui. J'ai eu la chance qu'elle m'invite un jour avec Jean Anouilh. Et c'est une rencontre qui m'avait marquée, bien sûr. C'était une grande actrice, et puis je crois qu'elle avait gardé une foi, une énergie jusqu'au bout. Alors Edwige Feuillère a fait une grande partie de sa carrière au théâtre. Le théâtre, vous aimez, vous avez joué une pièce de Virginia Woolf, vous avez joué Mary Stuart à Londres. Est-ce qu'au théâtre, le cœur bat plus vite? Oui, bien sûr. Il y a un danger, on est devant un public, il bat plus vite, mais je pense que c'est une respiration nécessaire, c'est extraordinaire le théâtre. Et puis c'est toujours la possibilité de rencontrer des grands textes, de retrouver des auteurs classiques. Et c'est un sentiment très très rassurant de savoir que quand on est une actrice de cinéma, on peut aussi faire du théâtre quand on en a envie. C'est formidable. Parce qu'il y a aussi ce danger, ce besoin de se mettre en danger. Oui, c'est un danger, bien sûr. Bien sûr. Vous le ressentez comme ça? Pas uniquement, en fait. C'est un danger qui s'estompe au cours de la soirée. On est très en danger toute une première partie, et puis selon la réaction du public, qui tantôt est un ennemi et tantôt est un ami, quand on réussit à s'en faire un ami, je crois que là, on n'a plus le sentiment d'être en danger, et on a le sentiment d'avoir vécu pleinement. C'est joliment dit. Alors revenons, si vous voulez bien, au film L'école de la chair. Je dirais que c'était un film sur la passion, le vertige, la rencontre, et avec un mérite formidable, c'est d'avoir évité tous les clichés. C'était pas évident. Oui, c'est une femme qui rencontre un jeune homme et qui, dans un premier temps, se comporte plutôt comme un homme. C'est vrai qu'elle paye ce jeune homme. Elle le considère plutôt comme un objet sexuel. Mais pour être toute puissante, elle n'en est pas moins femme, et femme amoureuse. Et elle souffre, mais elle se bat contre sa passion. C'est un film avec une grande énergie, une grande profondeur, mais une grande vivacité. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, ne veut pas mourir de cette passion. C'est en effet un film malgré tout sur la souffrance. Est-ce que vous avez réussi pendant le tournage à vous tenir en écart de cette souffrance, à l'écart de cette souffrance? Eh bien, oui, quand on est actrice, je crois qu'on trouve toujours la solution pour se trouver à bonne distance de son sujet ou de son objet, je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce qu'un rôle c'est quand même un objet de désir. Enfin, c'est ce que vous dites, tous les acteurs ne le vivent pas comme ça, je crois pas. Moi je le vis comme ça, peut-être je me protège en le disant, mais je pense que le jeu c'est pas... on est un personnage, et même si on fait croire qu'on l'est, et même si le cinéma vous permet, surtout comme la caméra de Benoît Jacot, je crois, me l'a permis d'accéder
à une intimité la plus profonde. Il ne faut jamais oublier que c'est un jeu que, comme disait Alfred Hitchcock, après tout, ça n'est qu'un film. Parce que je crois que si on ne faisait pas la différence entre les deux, on irait très mal. Et le bonheur, c'est justement de se lancer, si on peut dire, à corps perdu dans cette aventure, dans ce plongeon en soi-même, mais en même temps d'en ressortir aussi vite. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment du tournage, face à la caméra? Je voudrais vous dire qu'il ne se passe rien. Je ne croirais pas. Mais c'est pourtant la vérité. Au moment où on tourne, je crois qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je pense qu'il se passe énormément de choses à partir du moment où un imaginaire se met en route et se met à rêver un personnage. Là, il y a toute une construction. Le travail de l'acteur, il est vraiment à ce moment-là. Et au moment de le faire, il se passe bien. Ou alors il se passe tellement de choses qu'on n'est même plus capable d'analyser ce qui se passe. C'est amusant parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une image que vous projetez, ou en tout cas on vous reçoit comme ça, d'être à la fois une femme, en tout cas une actrice, proche et distante. Comme si l'absence faisait partie un peu de votre marque de fabrique. Mais moi je vous ressens comme quelqu'un de très violent et toujours au bord et aux limites. Je crois que d'être actrice, c'est vrai, c'est probablement, entre autres choses, j'espère pas uniquement cela, mais de se confronter à sa propre violence en tous les cas. En tous les cas, j'ai souvent joué des rôles, oui, où les femmes étaient en proie à des sentiments violents, étaient aussi dans des situations violentes et elles devaient réagir à ces situations et leur parcours était souvent un peu comme des métaphores successives de la condition de la femme aussi, selon les époques. Merci Isabelle Huppert d'avoir répondu à nos questions. La route du Rhum, le trio gagnant ces dernières heures, Laurent Bourgnon, Paul Vatine et Alain Gauthier qui conservent pour l'instant la 3e place. Quant à Loïc Perron qui a choisi, je vous le rappelle, la route du Sud, il commence une légère remontée. Alexandre Cara. Jadis, de ceux qu'on appelle les solitaires, on ne connaissait que la photo officielle au départ, puis 15 jours après, une barbe hirsute, dissimulant à peine les joies et les pleurs. Désormais, même au milieu de l'Atlantique, les solitaires ne le sont plus vraiment. Ce petit geste amical de l'ami Perron s'adresse bien à vous. C'est un nouvel instantané saisi hier par la belle équipe de Monsieur de Kersauzon. Loïc Perron un peu isolé, loin de la bataille qui se déroule un peu plus au nord. Mais Loïc Perron, porté par un bon vent qui peu à peu comble son retard. J'attaque beaucoup là en ce moment. Je bénéficie d'un vent un tout petit peu plus favorable que les autres, alors autant en profiter. Ça va pas durer longtemps. Mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis le départ. Donc j'attaque pas mal, j'essaie d'y aller le plus vite possible avec le maximum de toile. Mais Perron est toujours à 300 000 derrière, presque une journée de retard. C'est beaucoup, surtout si l'on précise que les meilleurs sont déjà à mi-chemin des Antilles. Si pour l'heure la victoire n'a pas vraiment de favori, ils sont tout de même 3 prétendants à se relayer jour après jour en tête de la course. À noter la position très sudiste de Francis Joyon, qui bien que très loin des premiers, bénéficie à présent des vents les plus favorables. Devant, Laurent Bourgnon, déjà vainqueur du Rhum 94, a repris le meilleur sur Paul Vatine. Juste derrière, Alain Gauthier se laisse un peu distancer, il faut dire qu'il n'a pas la vie facile, quelques avaries à bord, mais surtout une voie d'eau qui ne lui laisse guère de répit. Chez les monocoques, Thomas Coville conserve la tête devant Catherine Chabot. Coville-Chabot, Chabot-Coville, dans un sens ou dans l'autre, on ne parle que d'eux depuis Saint-Malo. Pour ceux qui en doutaient, désormais on en est sûr, ces deux-là, ce ne sont pas des marins d'eau douce. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, allocution de Bill Clinton. Les États-Unis prennent acte de la volte-face de Bagdad, mais maintiennent la menace militaire. Le président américain affiche sa défiance à l'égard de Saddam Hussein et de son régime. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, urgence, le dernier journal, 1h moins le quart, Florence Duprat. Et tout de suite après, un hommage à Edwige Feuillère avec la diffusion de La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Demain à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.